Ils sont intervenus dans plusieurs conflits fonciers. Je ne parle pas de forces de l'ordre, mais de personnalités religieuses. C'est une action qui paraissait évidente en Nouvelle-Calédonie, mais qui ne l'est pas dans d'autres sociétés. Conflits, violences faites aux femmes, environnement, des problématiques aussi soulevées par nos invités ce soir. Quelle est la place de la religion en Nouvelle-Calédonie? Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Environnement, économie, politique, comment s'inscrit la religion dans la société calédonienne? Peut-elle jouer un rôle dans la construction d'une société plus juste? Pasteur Var Kaimo de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, répondra à nos questions. Et il a 42 ans et a grandi dans le quartier populaire de Tindu. Le diacre Ken Boirat sera ordonné prêtre la semaine prochaine, un fait presque hors du commun à notre époque. Il nous racontera son histoire et pourquoi il a choisi cette voie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ce soir, on parlera essentiellement de la religion chrétienne, notamment protestante et catholique, qui sont majoritaires en Nouvelle-Calédonie. Pasteur Varkaimo, vous êtes de confession protestante. Diacre Ken Boirat, vous êtes catholique. Vous êtes tous les deux ce soir sur ce plateau. Est-ce qu'on peut dire que la religion en Nouvelle-Calédonie n'est pas une source de conflit? Je vous laisse la parole. Qui prend la parole en premier? Donc oui, la religion n'est pas une source de conflit puisque elle est en premier lieu plutôt une source d'épanouissement où chacun, selon ses convictions propres à sa façon d'exprimer cette foi en un seul Dieu, choisit comment et dans quelle maison. Mais nous sommes tous sous un même toit. Vous êtes d'accord, pasteur Varkaimo? Oui, l'écuménisme il marche bien, en tout cas. L'œcuménisme, c'est quoi exactement? C'est une organisation penser ensemble et travailler ensemble, les catholiques avec les protestants. C'est l'exemple de l'IFU, par exemple. Vous allez vers l'IFU, le président du conseil œcuménique aux gens de l'IFU, c'est un diacre catholique qui s'appelle Pascal Siazé et qui s'occupe bien. Et puis apparemment, on travaille ensemble, notamment pendant la Pâque, la conversion, où tout le monde est invité, les catholiques et les gens de l'Église libre. D'accord. J'ai recherché un peu des chiffres concernant les religions en Nouvelle-Calédonie. Je n'en ai pas trouvé de source fiable, mais globalement, la Nouvelle-Calédonie est pour la majorité des personnes de confession chrétienne. Est-ce que vous avez une idée des répartitions des religions en Nouvelle-Calédonie? Pas forcément des chiffres, mais on sait que les catholiques sont majoritaires en Nouvelle-Calédonie, les protestants, donc nous, Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, puis suivent ensuite les églises pentecôtistes et les autres églises, et notamment les témoins de Jéhovah. On a aussi les musulmans. Tout à fait. Et puis D'autres religions, d'autres oui. religions. D'accord. Ken Boirat, vous êtes diacre. Oui. Et la semaine prochaine, vous serez ordonné prêtre. Est-ce que c'était une vocation souhaitée depuis votre enfance ou non? Ça s'est construit au fil du temps? Oui, ça s'est construit au fil du temps. Et le contexte est important puisque le Seigneur va chercher ses pasteurs dans des milieux différents et diversifiés. Et comme vous l'avez dit en introduction, j'ai grandi dans un quartier assez chaud, hein, comme on peut l'entendre. Tindu, ça a été ce quartier où justement toutes les ethnies se retrouvaient avec toutes ces religions, ces appartenances ethniques, culturelles, et on essayait de s'identifier, de se faire une place et aussi de se trouver et exercer la foi avec d'autres ethnies. Au fur et à mesure des années, on apprend à accepter, à regarder l'autre tel qu'il est, à avancer avec les différences que l'on avait. Et puis, dans tout ce cheminement-là, Dieu fait sa place. Mais ça n'a pas été Ça n'a pas été quelque chose... dès le départ, quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas non, dit non. voilà ce que je veux faire. Ça s'est construit au fur et à mesure avec la participation au rassemblement de jeunes.
la participation dans l'Église, avec accepter de prendre des responsabilités dans l'Église au niveau de la jeunesse, accepter de pouvoir se voir confier des missions simples au niveau de nos chapelles. Et au fur et à mesure, avec la vie que l'on mène dans le quartier et puis dans l'Église, et cette place qu'on cherche à se faire dans la société pour pouvoir exister, fait qu'au fur et à mesure, on se construit et puis on va là où on est plus épanoui. Ça a été quoi votre déclic? Parce que à peine 40 ans, et aujourd'hui, en 2023, devenir prêtre, c'est pas un choix qui est très répandu. Oui, c'est pas répandu, effectivement, et c'est selon le charisme de chacun, je pense, ou la personne, ou le jeune, selon le contexte d'où il vient, et selon l'espace qu'on lui laisse, peut aussi s'exprimer. Et il y a plein de choses comme ça qui se mettent bout à bout, et qui fait qu'un jeune peut choisir un chemin. Hum. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été diffusé la semaine dernière dans le journal de Calédonia. On regarde. Un chant des femmes des églises de Canala pour accueillir la soixantaine de croyantes des églises du Pacifique. Venues du Vanuatu, de la Polynésie française, de Fidji, de Samoa, de Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant par Kiribati. Un rassemblement d'une semaine dans le cadre de la 12e Assemblée générale de la Conférence des Églises du Pacifique qui rassemble toutes les confessions sous le thème du Dokamor, l'homme en devenir permanent. L'objectif principal des assemblées générales des églises du Pacifique, c'est la rencontre, le partage et surtout discuter et réfléchir sur les enjeux des pays du Pacifique. Voilà, pas seulement les enjeux des églises, mais enjeux politiques, enjeux sociaux, enjeux environnementaux. En amont de l'Assemblée générale qui aura lieu lundi prochain à l'Université de Nouvelle-Calédonie, 3 pré-assemblées débutent aujourd'hui. À Lifou pour les leaders des églises, à Wailou pour les jeunes et ici à Canala pour les femmes. Celles-ci échangent des problématiques qu'elles rencontrent dans leur région et leur communauté. Les îles Kiribati, ils ont le taux le plus élevé de la violence contre les femmes. And the third in the world. Et dans le Pacifique et 3e dans le monde. And even 2 children as well are also in that thought. Et la violence vis-à-vis des enfants aussi sont compris dedans. Durant l'Assemblée générale, des discussions de fond seront menées sur la communauté de foi œcuménique, la gestion économique et écologique et l'évaluation de l'autodétermination des pays comme la Polynésie française, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie. Dans l'autodétermination, la PCC, la Conférence des Églises du Pacifique, accompagne les pays dans leur indépendance. Parce que c'est le propre de l'enfant de Dieu d'être indépendant. Donc indépendant jusqu'à politiquement dans le pays. Et donc ça c'est un enjeu qui concerne ces 3 pays qui restent, qui sont pas encore autonomes et indépendants. Si, ils sont plus ou moins autonomes, mais ils ne sont pas encore indépendants. L'Assemblée générale de la Conférence des Églises du Pacifique se poursuit jusqu'au 24 novembre à Nouméa. Alors aujourd'hui, l'environnement, l'égalité hommes-femmes, l'économie sont au cœur des préoccupations des Calédoniens et d'autres sociétés. Alors d'après ce reportage, vous en tenez compte? Et de quelle manière vous pouvez agir sur ces problématiques à travers toujours la religion? Et les inégalités sociales, on est directement sur le terrain. Puis on a mis en place, par exemple, dans le Pacifique avec les églises, ce qu'on appelle un Black Friday, où on s'habille tous en noir le jeudi, et puis pour marquer, pour arrêter la violence, pour conscientiser les gens sur surtout la violence faite aux femmes, mais aussi la violence en général.
On a mis en place ce, et puis de temps en temps, on a des réunions des jeunes dans le Pacifique. Là, notre représentant, ils sont deux, Viro puis Billy, sont partis à Fidji dernièrement pour faire le point de ce que nous avons fait depuis jusqu'à maintenant, les rassemblements, les discussions qu'on a pu faire, et puis faire un point sur la question de la violence. Est-ce que c'est entendu? Parce qu'on peut se dire que la religion, elle a une place, et il y a le reste des préoccupations calédoniennes. Ça peut paraître pas compatible du point de vue de l'extérieur, et pourtant, vous en parlez. Est-ce que c'est entendu ça, ou est-ce que ça peut paraître encore aujourd'hui C'est vrai que le stupéfiant? contexte à nous ici en Nouvelle-Calédonie n'est pas le même au Samoa ou au Tonga. Pourquoi c'est comment dans ces Vous autres savez pays? sans doute qu'en au Tonga, c'est une royauté. C'est le roi qui décide qui sera ministre de l'économie ou pas. Les votes font après le choix. Donc le rapport religion-État n'est pas aussi... ne ressemble pas du tout à celui d'ici. Donc du coup, l'Église, comme les coutumiers, comme les responsables, ils sont tous ensemble sur un sujet. Et comme vous dites tout à l'heure, à un moment donné, quand on fait un travail politique, par exemple, on n'hésite pas à demander à un prêtre ou un pasteur qui est là pour faire la prière. La frontière entre le profane et le sacré n'est pas aussi visible que ici en Calédonie. Nous avons un pays qui pratiquons la laïcité à notre manière, et donc nous avons notre manière de concevoir la laïcité, pas à Fidji, pas à Samoa, pas aux îles Tonga. Les rapports religion, État ou coutumier ne sont pas du même ordre. Et c'est pour ça qu'on entre facilement, et même des fois on travaille ensemble avec les coutumiers, avec les politiques, pour penser puis essayer de réfléchir ensemble sur des problèmes sociétals, des inégalités sociales, les rapports hommes-femmes, et on le fait ensemble. Il n'y a pas de distinction, ça ne choque pas les gens comme ici. Ici en Nouvelle-Calédonie. Et, du côté de l'Église catholique, est-ce que ces problématiques, elles sont aussi, c'est une préoccupation pour l'Église, ou vous séparez bien les choses? Ça fait partie de la vie du chrétien. Donc, ce qui fait partie de la vie du chrétien est bien sûr quelque chose dont l'Église doit se soucier. Et l'environnement, le pape a sorti ce document qu'on appelle le Laudato Si, qui parle justement de la terre comme d'une maison commune qui doit être entretenue. Il soulève aussi ce souci de co-responsabilité que l'on a avec cet environnement. On a été créé à son image, mais pour être avec lui co-responsable de cette habitation qui nous a été confiée. Concernant la famille, chez nous les catholiques, on travaille toujours sur des documents qui nous sortent tout droit du Vatican. Alors que concernant la famille, ça a été Amoris Laetitia. Et dans ce document papal, c'est le souci de la famille qui tourne autour de trois mots-clés, on va dire, qui est la présence, l'amour et la sécurité. Peu importe le milieu culturel et économique, voilà un peu les grandes lignes, on va dire, qui doit guider et accompagner une famille pour qu'elle puisse se construire. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, comment dire, la religion, elle a évolué en fonction des attentes de la société? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Elle doit justement s'adapter par rapport aux gens, au peuple qui la compose. Elle doit aussi s'inculturer par rapport au lieu où elle est implantée. C'est une survie pour elle, c'est une forme d'adaptation, et c'est ce qui a fait, je pense, que l'Église, 2000 ans après, continue à être, par les moyens qui lui sont donnés, d'être évangélisatrice. Le 20 mai de cette année, à Koumak, il y a eu un événement assez particulier pour vous, Diacre Boirat. Oui. C'est la coutume entre les clans Boirat de Koumak et de Yingen et la famille de Tindu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça fait des années que la chefferie de Yingen
qu'on connaît dans les livres d'histoire qui portent le nom Boirat. Et bien souvent, les gens, quand je disais que je suis de famille Boirat, ils pensaient tout de suite à cette chefferie de Yengen, mais il y a une autre chefferie aussi à Koumak. L'histoire a fait qu'il y a eu une séparation et pour une première fois, en tout cas, les deux chefferies se sont rencontrées afin de pouvoir discuter de comment articuler cette coutume qui nous est propre face à cet événement ecclésial. Et c'était assez beau parce que ils se sont mis autour d'une table, les chefs et leurs conseillers, et puis les chefs de clan et tout. Et c'était assez impressionnant de voir comment ils discutaient de la chose avec leur expérience. Yengen avait déjà donné des prêtres, donc ils étaient pour nous un peu une petite lumière. L'ancien prêtre, c'était... C'est ça, donc C'était qui l'ancien prêtre? c'était Jean-Marie Jean-Marie Tjibaou. Tjibaou, d'accord, c'était Et ça. ils ont participé à ces coutumes, et ils ont pu aussi adapter la coutume à l'événement parce que ça fait partie de la vie de ce pays et que tout ce qui faisait partie du contexte, il fallait justement, comme l'Église doit s'adapter, nos coutumes aussi doivent s'adapter. On parle là de la culture kanak, mais aussi dans la communauté wallisienne et futunienne. On peut voir dans des célébrations coutumières une célébration précédée ou suivie d'une prière. La place de la religion, quelle est la place de la religion dans le quotidien des Océaniens, notamment ici en Nouvelle-Calédonie? Les gens de l'IFU disent que la religion et la coutume sont les deux pieds de l'être humain. Il marche bien, il marche comme il faut s'il a ses deux pieds. On peut prendre cette image et puis à partir de là, dire comment l'Église et la religion marchent ensemble chez nous. Ça, c'est vrai. On le respecte de telle manière. Maintenant, quand on regarde de plus près, c'est vrai que si qu'on connaît des crises, en tout cas nous, dans notre Église protestante, on n'a pas autant de pasteurs qu'avant. Avant, notre école pastorale était pleine. Là, actuellement, on n'est pas nombreux. Donc, il y a une crise de vocation. Donc, quelque part, la foi, elle fait faillite un peu. Voilà. Vous avez une idée à peu près des personnes qui veulent se... Actuellement, à Béthanie, il y a 4 étudiants. Oui. À l'époque où j'étais, on était 11. Donc, ça diminue quelque peu, les étudiants. Alors, on se pose la question, pourquoi il y a une sorte on va bien au culte, les choses marchent bien, mais après, dans le ministère pastoral lui-même, ou la vocation de pasteur ou de prêtre, je ne sais pas, il me dira plus, on a quand même des problèmes de vocation. Vous l'expliquez comment? Sûrement, la laïcisation, elle est pour quelque chose. L'esprit laïque se développe aussi parfaitement. Les gens croient moins en Dieu qu'avant. Peut-être ils sont devenus plus informés sur la question, je ne sais pas si on peut. Mais c'est sûr qu'il y a une différence entre maintenant, quand vous regardez les choses bien en face, il y a être chrétien. Moi, je pense chez nous les protestants et qui sont engagés tous les dimanches, qui sont là, ils font le travail comme on dit. Puis il y a d'autres qui sont chrétiens, mais sociologiquement, ils sympathisant avec les protestants, mais on les voit pas trop. Peut-être après, on peut se poser d'où vient à qui la faute, comme dit la grand-mère de l'IFU. Je pense que ça vient de nous aussi, les pasteurs. Peut-être, comme il a dit un peu tout à l'heure, on n'est pas assez présent dans les moments importants. Peut-être qu'on n'a pas assez révolutionné notre manière de faire le culte, notre prédication. Mais toujours est-il que, voilà, la foi, il y est toujours, elle est bien vivante, mais il faut quand même nuancer. On n'a plus pignon sur une rue, comme on disait, comme dans le temps. Mais ça, c'est aussi un défi. C'est un défi qui nous est posé aux responsables religieux. Oui, s'il y a des rassemblements très connus, on en parlait tout à l'heure, comme Téné, qui rassemble toutes les paroisses de la Nouvelle-Calédonie, notamment les jeunes. Il y a les JMJ, Oui. toujours pour les jeunes, ou encore les conventions aux îles. Est-ce que on va rester à peu près dans la même discussion? Est-ce que les jeunes s'intéressent ou non à la religion? Ou est-ce qu'on est toujours dans la foi, mais on ne va pas plus loin? Oui. Alors, il y a 10 ans,
le rassemblement de Téné accueillait plus de 800 jeunes la semaine. Avant mon ordination sur Téné, on tournait autour de 300. Donc, effectivement, il y a une baisse, comme le pasteur Barr le souligne. Et il y a cet état qu'il faut faire, une prise de conscience qu'il faut avoir par rapport au contexte. On est un pays riche et Dieu est une option quand humainement la personne est comblée matériellement. En général, on se tourne vers Dieu quand on est face aux problèmes et qu'on n'arrive pas à les surmonter, qu'on se sent seul et qu'on n'a plus d'appui, plus de soutien, plus de rempart, on ne sait plus vers qui se retourner. Forcément, on lève les yeux au ciel. Mais économiquement, notre pays s'en sort très bien. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est le constat. On est un pays riche et la vocation s'appauvrit. La foi s'appauvrit. Donc on a quand même, je l'entends, une présence dans les rassemblements, même si on a un peu moins. Et j'entends aussi qu'on ne sépare pas la coutume et la religion. Donc clairement, le poids de la religion, il n'est pas négligeable. Ici en Nouvelle-Calédonie, pour être appelé quand, par exemple, je le disais en introduction, quand il y a eu des conflits, on a appelé des personnalités religieuses pour les régler. Oui. Est-ce que grâce à ça, est-ce que vous pouvez atteindre les gens pour parler de violences faites aux femmes, pour parler de l'environnement? Est-ce que à travers la religion, c'est possible d'atteindre d'une manière on le fait dans nos paroisses respectives, tant les pasteurs que les prêtres. Et c'est des sujets que l'on aborde à chaque fois que l'Évangile nous donne l'occasion de le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement par des actions, par des projets qu'on met en place, par nos prêches et par ces alliances que l'on peut former lorsqu'il y a un événement. Mais oui, on le fait. C'est des combats qu'on mène chaque jour. Et on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le mode de diffusion qui est utilisé actuellement comme la télé ou la radio. Quand faut-il que ces espaces veuillent bien s'intéresser à nos églises? Mais on le fait, le travail est fait et puis on apporte cette sensibilisation qui est faite aussi. C'est le cas cette année encore, on a vu à Dokin, quand il y a eu la convention, près de 50 de jeunes qui se sont levés, uniquement des jeunes, sont levés pour s'engager dans le travail. Donc les jeunes, ils sont là, mais comme il dit le père, le frère, c'est bien aussi qu'on ait des moyens. Maintenant, on est à l'heure du numérique. Il faudrait que l'Église se mette à la page. Parce que là, si on peut prêcher à travers le numérique, l'outil, il est là. Maintenant, il faut l'exploiter, puis il faut le travailler. C'est des choses qu'on peut faire tout à fait maintenant. Et puis aider peut-être la propagation de nos prédications. Ce sera ma dernière question. La semaine prochaine, l'ordination, comment ça va se passer et quelle sera la suite pour vous? Alors, je me fais ordonner le 8 décembre, donc le vendredi 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. La messe de l'ordination est prévue à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Donc, l'évêque, c'est l'évêque qui nous consacre prêtre. Et tous les prêtres du diocèse sont conviés justement pour me soutenir et puis m'accompagner dans cette consécration. Et puis, après cette journée, la nomination, c'est une affaire de l'évêque. Ce qui est sûr, c'est que je serai nommé dans une équipe. Donc, il y a le Nord, il y a le Sud et il y a Nouméa. Et c'est laissé à l'évêque de choisir dans quelle équipe je serai nommé. Bon, très bien, mais on arrive au terme de cette émission. Merci, pasteur Varkaimo. Merci beaucoup. Merci, diacre Ken Boirat, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur le site caledonia.nc. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.